Salut, je suis Vincent Lopez et je te présente Ensemble, Impactons Demain, un podcast qui te parle de demain, de durabilité, mais pas que, et pas comme tu l'imagines. Je te propose un voyage stimulant autour de thématiques variées qui me passionnent, comme les crypto-monnaies, le développement personnel, le zéro déchet, les nouvelles technologies ou encore la gestion de tes finances personnelles. Quel que soit le domaine, je décortique les actions de notre quotidien en les analysant sous le spectre de leur impact sur le monde de demain. Comment tes choix, tes décisions, influencent notre futur, celui de nos enfants et aussi celui de la planète? Quelles sont les solutions pour vivre avec notre temps, tout en respectant notre environnement et le vivant de manière générale? Alors bienvenue dans Ensemble, Impactons Demain. Salut les curieux intelligents, comment ça va ce matin? Hyper content de te retrouver pour l'épisode 19 de Ensemble, Impactons Demain. Deuxième épisode, deuxième partie de l'interview de Thomas Creton de Investir Simple, anciennement mon budget zen, qui était avec nous déjà la semaine dernière, avec qui on a parlé gestion des finances personnelles et son parcours, comment il en est venu à devenir conseiller financier. Aujourd'hui, on va parler plutôt investissement, la différence entre l'épargne et l'investissement, comment on peut investir, de quelle manière on peut le faire de manière très facile avec peu d'argent. Et en fin d'épisode, tu as même un petit tips pour économiser de l'argent sur une année en faisant très peu de choses. Voilà, donc je te souhaite une très bonne écoute avec Thomas Creton et on se retrouve en fin d'épisode. Il est acquis que la meilleure façon de gagner plus d'argent, c'est d'abord d'en dépenser moins, quoi. Oui, bah déjà, ouais. Avant de chercher une augmentation, avant de chercher un autre boulot ou des boulots complémentaires, déjà de faire des économies sur les fuites que tu as dans ton propre budget avant de pouvoir commencer à Bah, faire c'est autre c'est chose. surtout vivre en fonction de ses moyens, en fait. Parce que ça, c'est le piège le plus courant. Enfin, moi, j'étais assez halluciné en coaching budgétaire de voir les revenus en fait, de mes clients, du client moyen. J'ai eu certes des gens qui avaient des salaires faibles, hein. J'ai eu des gens avec des salaires moyens, mais j'ai aussi un bon tiers, peut-être, qui gagnait entre 5 et 10 000 balles par mois. Alors, je ne sais pas de quelle tranche de revenus est ton audience, mais enfin, pour moi, ça fait partie des hauts revenus, tu vois, entre 5 et 10 000 Non, balles. alors ils sont dans l'audience que j'ai, on est plutôt entre 3 et entre 2 et 5 000, on va dire. Et 5 000, c'est vraiment très très rare, quoi. Ouais. Là tu es dans des hauts budgets, quoi, je pense. Bah, j'ai eu beaucoup de clients qui gagnaient entre 5 et 10 000 balles par mois, mais en fait qui en dépensaient tout autant, voire plus en fait. Ouais, bien Et, sûr. euh, et encore une fois, c'est pas une question de revenus. T'as beau gagner plus, t'as beau être augmenté, mais si tu regardes pas tes finances et t'augmentes inconsciemment ton niveau de vie, en achetant la dernière bagnole, en achetant la dernière maison, enfin, en se disant c'est bon, j'ai de la marge, mais sans regarder, bah, en fait, tu te rends compte que bah, tu peux être bien plus pauvre en fait qu'une personne qui est au SMIC. Et j'ai eu des dizaines d'exemples dans ce cas-là, quoi. Donc c'est pas une question de revenus, comme tu dis, c'est déjà peut-être déjà apprendre à vivre en fonction de ses revenus et peut-être apprendre à dépenser moins avant de penser à gagner plus. Parce que si tu es dans cette démarche-là, si tu gagnes 10 000 balles et que tu en dépenses 10 000, si tu en gagnes 15 000, tu en dépenseras 15 000 en fait. Exact, c'est les automatismes que tu as et ta gestion de budget qui Ah, c'est font ça, que. c'est inconscient. Ouais. Ouais, complètement. Complètement. Ça me vient maintenant, je sais pas, mais je me faisais la réflexion, moi, ayant vécu à la frontière suisse pendant quasiment toute ma vie, j'ai découvert le fonctionnement suisse. Et une des choses qui m'avait frappé lorsque j'ai découvert le système suisse, c'est le fait qu'en France, on appelle les cartes que nous avons, on appelle ça des cartes de crédit, quelles qu'elles soient en fait. Et Mhm. tu l'as très justement dit, hein, il y a des cartes à débit différé et des cartes à débit direct. Euh, est-ce que ça n'augmente pas cette, euh, cette façon de vivre au-dessus de ses moyens, en fait, d'avoir cette facilité d'accès à des cartes de crédit qui sont pas forcément. Pourquoi je fais cette distinction-là? Parce qu'en Suisse, il y a les cartes de crédit, à savoir des cartes de crédit conso, quoi, que tu vois, qui sont Mhm. pleines, tu vas payer avec, et puis tu as ta mensualité tous les mois ensuite avec des intérêts pharaoniques, comme ça pouvait exister il y a quelques années en France. Je sais pas si ça existe toujours parce que ça avait été pas mal régulé. Mais est-ce que c'est pas ça qui pousse les gens aussi, la facilité, en fait, à vivre au-dessus de ses moyens? Ça, c'est un vrai problème, hein. Ça, c'est un vrai problème. Nous, on a de la chance. En France, c'est très rare. On va dire le pire cas, ça peut être du débit différé. Et c'est déjà très mal, mais j'ai coaché des gens qui venaient du Québec ou, enfin, dans d'autres pays qui n'ont pas les mêmes régulations que nous. Et je sais même que ma femme qui est colombienne, ben, en Colombie, tu as des cartes de crédit et les gens, ils sont bourrés de crédit aussi. Et je sais que c'est vraiment dans les pays anglophones, en fait. Ça fonctionne beaucoup comme ça dans les pays anglophones.
Et tout le monde fait des crédits tout le temps. Et je sais même que les banques, elles te notent en fonction des crédits. Enfin, t'as un système ultra pervers, je trouve. Et, euh, et moi, je suis contre tout ça, quoi. Enfin, évidemment, je suis contre tout ça. Je trouve que c'est une perversion du système financier que d'encourager les gens à vivre au-dessus de leurs moyens. Parce que c'est clairement ça, en fait. Mhm. De pousser les gens à faire des crédits pour tout et n'importe quoi. Parce peut-être en parler après, mais pour moi, il y a bon et mauvais crédits, comme les bons et les mauvais chasseurs. T'as le, le- pour les crédits IMO, on est d'accord que c'est un bon crédit parce que c'est quelque chose qui constitue du patrimoine, c'est quelque chose qui généralement se dévalorise pas dans le temps, qui a plutôt tendance à augmenter. Enfin bref, ça c'est des bons crédits. Par contre, tout ce qui est crédit pour du passif, donc c'est-à-dire des objets de la vie de tous les jours, donc une bagnole, un téléphone, une Une machine à laver, télé. une télé, tout ce qui va se dévaluer dans le temps, tout ça, ça doit s'acheter comptant, quoi. Si t'as pas les moyens de t'acheter ça cash, ne te l'achète pas. Enfin, ça, c'est un mantra pour moi important. Alors, hors exception, évidemment, si voilà, t'as vraiment rien de côté et que c'est un besoin vital, évidemment. Mais voilà, enfin, c'est des choses qui doivent pas être pris à crédit. Enfin, il faut vraiment éviter absolument, quoi. Ouais, tout à fait. Bah, ça fait une bonne transition avec le sujet suivant qui va être le sujet de l'investissement parce que bah, justement, le fait d'avoir tous ces crédits conso, de les avoir cumulés, ça va te freiner aussi pour faire de l'investissement. Mais peut-être avant de commencer, est-ce que tu pourrais définir pour toi ce que c'est que l'investissement? Comment tu fais cette différence entre la gestion du budget et puis de l'investissement? Ben, je pense que la gestion de budget, c'est l'étape zéro, on va dire, de tes finances perso. C'est-à-dire, si t'as pas une gestion de budget saine, n'investis pas, déjà. Euh, euh, la deuxième étape, enfin la première étape, plutôt après l'étape zéro, ça va être d'avoir une épargne de précaution, c'est-à-dire une épargne pour faire face aux imprévus avant d'investir. Et ensuite, quand tu as une gestion de budget saine, c'est-à-dire que tu es capable bah, de dégager un excédent, c'est-à-dire de dépenser moins que ce que tu gagnes, donc d'épargner régulièrement, tu as ton épargne de précaution constituée, là, on peut commencer déjà, on peut voilà, se dire, OK, on peut investir. Parce que, ben, généralement, quand on investit, c'est pas, voilà, c'est pas pour gagner de l'argent rapidement, ça va être pour du long terme. Souvent, ben, voilà, pour profiter des performances long terme, il faut investir à long terme. Donc, il ne faut pas avoir besoin de l'argent tout de suite, il faut investir de l'argent dont on n'en a pas besoin. Euh, mais du coup, j'ai pas répondu à ta question. Tu m'as demandé c'est quoi l'investissement pour moi? Non, mais c'est Euh, bien parce qu'en fait, tu as nommé le point d'après. Donc, tu peux répondre à la question de la manière suivante, c'est-à-dire, qu'est-ce que tu fais comme différence entre, parce que tu l'as nommé, entre l'épargne et l'investissement? Parce que c'est souvent là que les gens font l'amalgame. ben, il y en a certains c'est vrai que c'est une définition, je trouve, qui est suivant de qui ça provient, ça peut être pris à confusion. Il y en a, quand ils parlent d'investissement, ils parlent d'épargne, tu vois. Exact. Pour moi, c'est deux choses différentes. Pour moi, épargner, à l'épargne, alors on peut la nommer différemment, tu vois. On peut dire il y a de l'épargne de précaution qui est là pour, euh, pour un cas de coup dur et qui doit être dispo tout de suite sur ton livret A, par exemple. Et tu as ton épargne que tu peux te permettre d'investir. Donc, par exemple, une fois que ton épargne de précaution est constituée, bah, tu peux dire j'ai 200 ou 300 euros par mois que j'investis. Donc, ça reste de l'épargne, c'est quelque chose que tu épargnes, mais qui est destiné à l'investissement. Donc, on peut le nommer comme ça. Tu as une épargne qui est destinée pour ta sécurité financière et faire face aux imprévus, et une épargne qui est destinée à tes projets, c'est aussi possible, hein, pour des projets court terme, un achat immobilier, des vacances, des voyages, et une épargne qui est destinée à l'investissement, qui est pour le long terme, investir en bourse, en immobilier, ou SCPI, que sais-je quoi. Mhm, mhm, mhm. J'aime bien cette différence-là et c'est celle-ci que moi je retiendrai. C'est que tu as une épargne que tu appelles épargne de précaution, alors qui va varier selon les personnes et en fonction des situations, de ton appétence au risque aussi, parce que certaines personnes avec un mois d'avance, ils sont sereins et d'autres, ils vont avoir besoin d'avoir un an d'avance de charge fixe pour Mm. pouvoir se sentir serein. Donc ça, c'est propre à chacun. Mais ça, c'est vraiment l'épargne liquide, accessible très facilement et tout de suite, immédiatement, disons. Une épargne, disons, à moyen terme pour des projets de voyage, un achat particulier prévu de manière imminente. Et puis l'investissement qui va être l'épargne à long terme qui va fructifier, faire des petits, où il va y avoir cet effet dans l'investissement. Tu vas rechercher un rendement, une rentabilité. Tu vas nous expliquer ça. Mais en tout cas, il y a un objectif qui est différent dans cette épargne à long terme qu'on va nommer plutôt l'investissement. J'aime bien cette nuance-là, quoi. Ouais. OK. Ben, alors, tu as dit un mot qui est intéressant parce que tu vois, tu as cité deux notions et alors je vais me poser la question, mais je me permets peut-être de les définir, tu vois. Et ça rejoint peut-être aussi une autre façon de définir l'investissement, c'est que quand tu investis ton argent,
pour moi, tu peux avoir deux objectifs. C'est soit un objectif de performance, de valorisation, donc c'est-à-dire que tu places 1 000 €, ben, ces 1 000 € ils peuvent en devenir 2 000, mais ils peuvent aussi en devenir 500, donc ils peuvent monter à la hausse, à la baisse, donc appelle ça la performance, la valorisation. Et un même investissement, le même capital, ces fameux 1 000 €, ils peuvent aussi générer un rendement et ce qu'on peut appeler aussi un revenu passif. Donc les 2 plus connus, ça va être l'immobilier et la bourse. Par exemple, 1 000 € avec un rendement de 5 en immobilier, ça veut dire que ton loyer, en gros, c'est de 5 donc c'est-à-dire que sur 1 000 €, ça fera 50 € par an. Alors, en immobilier, c'est pas le cas parce qu'il faut plutôt penser dans les 100 000 €, mais on va rester simple, hein. Un rendement de 5 ça donne 50 € par an avec 1 000 € et en bourse, généralement, ce qui donne le rendement, c'est des dividendes d'une action, par exemple. Et le cumul de ces 2 choses, donc la performance plus le rendement, parce que tu peux avoir les 2, hein. En immobilier, tu as les 2, hein. Ton bien immobilier peut se valoriser, mais aussi verser des loyers et c'est ça qu'on appelle la rentabilité. Rentabilité égale performance plus rendement. Un petit cours, de finance, Top. niveau 1. Non, génial. Non, mais comme ça permet de clarifier aussi pour les gens qui sachent Ouais. de quoi on parle. Mhm. Ah ça, parce que beaucoup de gens font l'amalgame en fait entre, ouais, ma rentabilité elle est de 5 sur cette action. Non, non, ça c'est un rendement. La rentabilité, c'est vraiment le cumul de, bah, la valorisation, donc la performance, plus le rendement potentiel parce que du moins sur une action en bourse, si elle ne verse pas de dividende, il n'y a pas de rendement en fait. Tu viseras qu'une performance par exemple. Alors que sur un bien immobilier, dans tous les cas, tu vises les 2 quoi. Tu vises la La- valorisation du du bien, bien plus, ben, tu espères un rendement correct par rapport au sur loyer les que tu loyers, recevras, quoi. bien Ouais. sûr. Ouais, complètement. Complètement. Alors, bah, enfin, voilà, tu as anticipé presque un petit peu. Quels sont pour toi les différents types d'investissements, disons, traditionnels dont tu as cette année, et puis quelles sont surtout les principales différences entre chacun? Je parle d'investissement traditionnel parce que il y a différents types d'investissements, on en parlera juste après, mais là, plutôt dans les choses assez basiques, c'est quoi les Mmh. grandes catégories d'investissement et c'est quoi les principales différences qu'il peut y avoir entre chacune d'entre elles? Bah, c'est celle que j'hésitais, hein. Pour moi, c'est l'immobilier et la bourse, hein. Pour moi, c'est vraiment les fondations d'un patrimoine qui doit être sain et solide. C'est partir sur ces 2 piliers-là. Alors on pourrait en citer d'autres, mais pour moi, les 2 prioritaires, ça doit être ceux-là et pourquoi? Parce que en fait, c'est historiquement les plus enfin, ceux qui ont montré leur résilience et qui existent depuis plus longtemps et les plus fiables. L'immobilier, ben, on se loge depuis la nuit des temps, donc on a toujours eu besoin, bah, de se loger et a priori, on a toujours besoin. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas à l'abri d'un crash immobilier, contrairement à ce que beaucoup de Français pensent, parce que les Français adorent la pierre, mais on a tendance à oublier qu'il y a eu des crashs immobiliers et on en aura d'autres, donc ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de crash. Mais voilà, l'immobilier reste quand même, bah, un actif solide et qui a montré sa performance sur le long terme et qui existe et c'est un besoin dont on aura toujours, toujours. Et la bourse, bah, parce que la bourse, ça fait 200 ans que ça existe. Ça a été l'actif le plus performant, devant l'immobilier depuis 200 ans. Et puis c'est aussi concret, quoi. Tu finances des entreprises, donc c'est quelque chose qui est quand même alors peut-être un peu moins tangible que l'immobilier, parce que l'immobilier, tu le vois, c'est un immeuble, tu dors dedans, tu le comprends encore plus facilement. La bourse, ça peut paraître, voilà, des graphiques qui montent, qui baissent, machin, mais en soi, c'est juste, ben, financer une entreprise. C'est-à-dire une entreprise, elle a besoin de capital et bah, toi, tu apportes un peu d'argent pour la soutenir, quoi. C'est si je dois faire, simple, quoi. Mhm, mhm. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment les deux vraiment piliers sur lesquels il faut creuser et dans l'idéal se lancer. Après, il ne faut pas faire n'importe quoi, il faut quand même comprendre ce qu'on fait et pas que en bourse, hein, parce que souvent on dit: «En bourse, je comprends rien, il faut se former», c'est vrai, mais même en immobilier, hein, en investissement locatif, faut pas non plus y aller les yeux fermés, il faut quand même comprendre ce qu'on fait et parce les erreurs peuvent coûter très cher en immobilier, bien plus cher qu'en bourse, parce qu'en bourse, on peut commencer à partir de 10 ou 100 €. En immobilier, bah, c'est tout de suite, 100 ou 200 000 balles, quoi. Donc bon, certes, ça a crédit, mais enfin, on fait du levier, donc les risques, ils sont beaucoup plus gros finalement sur l'immobilier si on fait des erreurs. Ouais, ouais, entièrement, entièrement, ça résonne. Pour mon premier achat immobilier qui était un flop et Catastrophe. qui m'a fait perdre. Alors voilà, hein, c'est les aléas de la vie, hein, mais qui m'a fait perdre beaucoup d'argent. J'avais investi à l'époque avec la copine que j'avais à ce moment-là. Et, Ouais, et quand tu fais les calculs de la perte, enfin, ou du manque à gagner, mais en l'occurrence, il y a eu de la perte là pour le coup. ouais, ça pique. Ouais, l'immobilier, ça pique très vite si tu fais pas attention ou des fois des aléas de la vie. Mais effectivement, comme tu le dis, les Français sont friands de la pierre. Et Mmh. la bourse fait un peu plus peur. On a l'impression que c'est plus technique, que c'est plus compliqué pour quelqu'un qui est complètement novice. Il va plutôt avoir tendance à essayer d'aller vers de l'immobilier en se disant, je vais acheter le circuit classique, hein, je vais acheter ma résidence principale parce que c'est comme ça qu'on nous a appris à faire, etc., etc. Et ce que tu étais en train de dire, c'est que
bah, l'immobilier, le risque est plus gros parce qu'il y a l'effet de levier, c'est les plus grosses sommes. Et puis que la bourse, bah, tu pouvais investir pour moins. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus, comment et quelqu'un de novice, comment il fait pour aller se lancer en bourse, quoi? Ouais, ben, moi, ce que je trouve merveilleux, en fait, dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, alors je suis peut-être un peu trop optimiste, parce que je sais beaucoup décrire le monde dans lequel on vit aujourd'hui, mais on vit quand même dans une époque où on est à l'ère de l'information. C'est-à-dire que aujourd'hui, tu as une question, bah, tu la mets sur Google, tu as la réponse instantanément, quoi. Ce qui n'était pas le cas il y a 30 ans. Quoi. Donc, c'est-à-dire que si aujourd'hui tu veux investir en bourse, bah, tu tapes comment investir en bourse, tu auras je ne sais combien de contenus gratuits pour te former en bourse. Ça va être des articles Google, des vidéos YouTube, des podcasts, enfin, du contenu gratuit, tu en as à foison pour savoir ben, comment commencer en bourse. Donc déjà, on vit dans une époque où tu as l'ère de l'information, tu peux te former, alors tu as des formations payantes aussi, mais tu peux te former gratuitement sur pas mal de choses. Et la deuxième chose qui est formidable, c'est que dans notre époque, encore une fois, on est à l'ère du digital, c'est-à-dire que aujourd'hui, avec ton téléphone, en 10 minutes, un quart d'heure, tu peux ouvrir un compte, un PEA, un compte titre, et investir à partir de 10 balles, quoi. Ce qui était impossible à l'époque de nos parents, par exemple. À l'époque de nos parents, la bourse était réservée pour une élite, pour les riches, ceux qui avaient de l'argent, les contacts, et il y avait des frais exorbitants en plus. Aujourd'hui, les frais ils ont énormément été réduits grâce, bah, du coup, à l'avènement du digital et tout était simplifié, c'est ludique, en 3 clics, tu peux investir en bourse. Alors attention, petit disclaimer, c'est mon rôle maintenant de conseiller financier, hein, voilà, il faut pas faire n'importe quoi, les performances passées ne prédisent pas du futur, il faut quand même connaître son profil de risque, comprendre ce qu'on fait, je pense que c'est une des règles importantes dans l'investissement, il faut pas aller à l'aveugle. Mais on peut quand même aujourd'hui, malgré tout, investir à partir de 10 € et si on veut tester, je pense que si on met 1 ou 10 € en bourse, ça va pas nous mettre en difficulté et ça peut aussi, nous permettre de vraiment creuser le sujet. Moi, je pars du principe que quand on commence à investir du vrai argent, même si c'est 10 € ou 100 €, ben c'est aussi là où on va, peut-être un peu plus regarder notre portefeuille, donc peut-être un peu plus comprendre ce qu'on fait, plutôt que d'être sur des plateformes de test ou rester que dans la théorie. À partir du moment où on commence à mettre du vrai argent, ben c'est là aussi où on va commencer à plus creuser et plus s'intéresser, du coup plus se former. Ouais, top. Alors, bien sûr, tu l'as très bien dit, euh, les performances du passé ne présagent pas de l'avenir, ou je ne sais plus la formulation exacte des conseillers, mais voilà, de faire attention. Le conseil vraiment primordial à retenir là-dessus, c'est que pour faire de l'investissement, et tu l'as très très bien dit, hein, avant de faire de l'investissement, bah, on assainit ses finances et puis on investit que l'argent qu'on est prêt à perdre, quoi. Parce qu'on ne sait jamais Complètement. ce qui va se passer, même si, bien entendu, quand on investit, c'est pas pour le perdre. Pour autant, on ne sait pas ce qui va se passer. Et donc, c'est Voilà, important on n'est de pas à l'abri, bien sûr, on n'est voilà, pas à l'abri d'un crash demain, même si la bourse, ça fait 8 à 10 par an depuis 150 ans. On complètement. n'est pas à l'abri que demain, ça qu'on fasse plus jamais pareil et qu'on perd tout à tout Non, non, moment. Et complètement. voilà. C'est hyper important que les gens l'entendent. Et pour autant, c'est pas pour autant qu'il faut tomber non plus dans des choses complètement dramatiques comme certains peuvent le faire parfois, de dire que tout Hmm. va s'écrouler demain, quoi. Donc voilà, de tester, mais je te rejoins sur le fait bah, de tester en réel, quoi. Mettez 5-10 Ouais. euros de façon à ce que ça ne vous manque pas, mais ça vous permet de voir comment c'est fait parce que ça fait peur. On se dit, mais ouais, voilà les termes que tu as utilisés, C'est compte compliqué. titre, PEA, les gens qui connaissent pas, pour un novice complet, ça peut être, ça peut Alors, faire je très peux, peur. je peux l'expliquer très simplement, si ça rassure, hein. Avec plaisir. Alors, le PEA, c'est le plan d'épargne en action. C'est, on va dire, un support qui est uniquement réservé en France. Il faut être résident fiscal français pour l'ouvrir. Et ça te permet d'investir directement en bourse, dans des actions européennes. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de ce que c'est un ETF, parce que ça va peut-être perdre un peu la foule, mais en gros, voilà, tu peux investir assez facilement en bourse et tu as des avantages fiscaux intéressants au bout de 5 ans. En gros, au bout de 5 ans, tu n'as pas d'impôt sur tes gains ni sur les dividendes. Mhm. Donc, c'est généralement l'enveloppe qui est privilégiée en France pour investir. Le seul contrainte, c'est que tu peux investir qu'en Europe. Hors ETF, mais ETF, je vais peut-être pas rentrer là-dedans parce que ça va peut-être un peu perdre tout le monde, mais et CTO, donc compte titre ordinaire, on va dire que c'est la façon la plus traditionnelle d'investir en bourse. Là, on n'est pas limité sur le secteur géographique, on peut investir directement aux États-Unis, on peut acheter du Apple, du Amazon, enfin bref, acheter des actions américaines directement. Et il y a moins d'avantages fiscaux. Là, on est imposé à 30% sur ses gains et ses dividendes. Mais voilà, c'est un peu plus flexible, c'est plus liquide aussi, c'est-à-dire qu'on peut retirer l'argent plus facilement. Sur le PEA, si tu le retires avant 50, tu fermes ton PEA, donc c'est pas l'idéal. Donc, on va dire que c'est un peu plus flexible sur un compte titre, mais moins avantageux fiscalement.
Tout à l'heure, tu disais, merci pour ces précisions, une petite encore. Tout à l'heure, tu disais, à l'époque de nos parents, c'était plus compliqué, il fallait de l'argent, il fallait des contacts aussi pour pouvoir investir en bourse, etc. Aujourd'hui, c'est accessible facilement avec son téléphone. Très concrètement, un PEA en général, comment quelqu'un qui a Comment on fait? envie là, qui se dit, OK, moi je vais aller ouvrir un CTO, un PEA, mais ça veut dire, faut que je schématise, hein. Ouais, bien Faut sûr. que je prenne rendez-vous avec mon banquier ou avec mon assureur. C'est lui qui va devoir m'ouvrir ça. Faut encore que je lui fasse confiance. Puis il va prendre des frais au passage, etc., etc. Qu'est-ce que tu peux répondre à ça? Alors ça justement, c'était à l'époque de nos parents. C'était comme ça qu'il fallait faire. Donc c'est pour ça, Exact. ouais, je corrige un petit truc que tu as dit et c'est moi qui l'ai mal dit. J'avais dit qu'il fallait avoir des contacts. Alors pas vraiment, il faut pas avoir, à l'époque, il fallait pas avoir des contacts. Il fallait surtout, dans tous les cas, passer soit par son banquier ou par son conseiller. En fait, on n'avait Bien pas le sûr, choix. ouais, tout à fait. Maintenant, aujourd'hui, tu peux le faire par toi-même. Alors, tu peux te faire accompagner par quelqu'un comme moi. Mais oui, Alors moi, je suis indépendant, donc c'est pas moi qui t'ouvrirai, mais je peux accompagner pour définir une stratégie en tout cas et accompagner la personne. Mais tu peux le faire tout seul. Un PEA, un compte titre, ça s'ouvre tout seul. Alors, de manière générale, moi, je recommande pas. Alors, j'espère que je vais pas trop me faire taper sur les doigts si tu as des auditeurs qui sont banquiers ou assureurs, mais je, non, je recommande pas forcément tout ce qui est banquier traditionnel ou assurance traditionnelle parce que généralement, c'est très gourmand en frais. Et sur le long terme, la performance, elle est vraiment impactée. Je recommande plutôt de s'orienter vers des courtiers en ligne. Alors, j'ai pas forcément le droit de citer de nom, mais voilà, regardez les courtiers en ligne, que ce soit en assurance vie, en PEA ou en compte titre. Il y en a plein qui existent, qui prennent vraiment peu de frais, que c'est très ludique et très bien fait, et très fiable aussi, hein. Bien évidemment. Alors, ce qui est assurance vie PEA, il n'y aura aucun souci sur la régulation, parce que c'est que français. Et juste sur les comptes titres, il faut être un peu vigilant. Il y a des très bons comptes titres étrangers qui existent, mais il faut bien vérifier quand même que c'est bien régulé, que les actions vous appartiennent bien. Enfin, il faut quand même, voilà, il faut être vigilant sur le choix du compte titre quand il est étranger, parce que les meilleurs sont étrangers, mais il y en a certains qui sont un peu tendancieux, donc il faut quand même faire attention. Mais tu peux très facilement l'ouvrir avec ton téléphone et en faisant une simple recherche internet, ou alors après en écoutant, encore une fois, en écoutant des podcasts, regarder des articles de blog. Voilà, sur mon site, il y a plein de choses, ils peuvent aller regarder complètement, ouais, si tout à si fait. ça les intéresse. Non, 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 complètement. Et voilà, c'était simplement, c'était important de préciser que bah, c'est simple, en fait, les personnes, elles peuvent le faire par elles-mêmes. Il n'y a plus besoin de Bien sûr. passer par des intermédiaires. Et aujourd'hui, même quand tu passes par des intermédiaires, il y a énormément de plateformes en ligne qui existent et pour lesquelles les frais, comme tu l'as dit, sont transparents. Tu sais exactement ce que tu vas payer, etc. Et ça impacte moins ta Bah, performance surtout, sur le tu as au moins 2 ou 3 couches de frais de moins, quoi. C'est sur ça qui est dingue, en exact. fait. Tu vois, si je peux donner un exemple rapide, tu vois, pour que les gens se rendent compte, sur une banque traditionnelle, alors on va prendre le cas de l'assurance vie qui est généralement le support le plus connu. Si tu vas sur une banque traditionnelle, tu auras des frais sur versement, des frais de gestion, des frais d'arbitrage et des frais de sortie. Donc quand tu cumules tout ça, à la fin, tu dois avoir 3 ou 4 de frais par an, tu vois? Donc déjà, si tu veux être à l'équilibre, pas perdre de l'argent, il faut que ton portefeuille fasse une perte de 3 à 4 et ça, tu peux pas l'avoir sans risque. Donc voilà. Et si tu pars sur un courtier en ligne, ben, tu auras plus que les frais de gestion. Les frais de gestion sont obligatoires sur une assurance vie, mais tu vas les avoir au minimum. Les meilleurs, ils sont autour de 0,5-0,6, mais tu vas enlever frais sur versement, tu vas enlever frais d'arbitrage et frais de sortie. Donc déjà, juste le choix en fait de ton courtier sur l'assurance vie, mais comme sur un PEA, un compte titre, a un énorme impact en fait sur ta performance. Mhm, mhm, mhm. C'est c'est drôle parce que enfin, moi, ça a été, quand je me suis intéressé aux finances personnelles, je me suis beaucoup intéressé d'abord aux petites économies, entre guillemets, à aller voir Mhm. justement la concurrence. Et le post-banque a fait partie des premiers que j'ai fait sauter parce que j'économisais par an plus de 200 euros juste en passant chez des courtiers en ligne. Et ce qui était fou, c'est que, enfin, en passant chez des banques en ligne, pardon. Et ce qui était fou, c'est que le premier choix qu'on a fait, on est passé d'une banque traditionnelle à sa banque en ligne. C'est-à-dire qu'on quittait même pas Ouais, ouais, c'est ça le plus la fou, quoi. société. C'est que tu te rends compte qu'en fait, c'est les mêmes instances. Et puis, tu en as certains qui ont pignon sur rue avec la banque traditionnelle encore, mais ils ont ouvert leur banque en ligne. Puis, tu vas dans leur banque en ligne, c'est les mêmes prestations pour rien, quoi. Et même mieux, hein, généralement, alors, je sais pas si on a le droit de citer des noms ou pas dans le podcast. Je sais Si pas. tu en dis plus que deux, faut qu'il y en ait au moins deux ou trois différents pour pouvoir, Ok. par rapport aux règles Donc, de la concurrence. Donc, tu peux, ouais, ouais, citer. je vais citer, par exemple, pour les plus connus, hein, Boursorama, Fortuneo, Hello Bank, Ouais, qui appartiennent tous à des grands groupes, hein. Je crois que c'est Société Générale, Crédit Agricole, et je sais plus trop qui, Crédit Mutuel, je crois. ouais, c'est ça, Donc, ouais. c'est les mêmes choses, sauf que t'as pas de frais bancaires, t'as pas de frais de carte bleue, tu gères ton découvert toi en faisant un truc de souris, tu fais des virements, c'est instantané, tu ajoutes tes bénéficiaires instantanés alors que ça Tout doit faire seul. 48 heures.
Quand tu as un problème, t'appelles, alors oui, tu attends 10 minutes, un quart d'heure. Certes, tu pas la même personne au téléphone, mais ton problème, il est résolu au bout d'un quart d'heure. Alors que moi, je sais que quand ce sont mes conseillers traditionnels, ben, soit elle est en congé, soit elle est en maladie, soit elle est en rendez-vous. Et je mets 3 ou 4 jours à avoir mon problème résolu. Donc je me dis, mais enfin, pourquoi? Et comme tu dis, c'est les mêmes entités en plus, tu vois. C'est les mêmes entités qui ont Complètement. leur banque en ligne. Et il y a tout qui est mieux et moins cher. Donc c'est vrai que je comprends pas, en fait. Je pense qu'il y a, c'est une transition, hein. J'imagine que sur le long terme, nos enfants ou nos petits-enfants, bah, les banques traditionnelles, elles auront une part de marché beaucoup, beaucoup moindre par rapport à aujourd'hui. Ça a déjà pas mal baissé. Après, il y a quand même, pour l'avoir vécu, moi, dans une opération de rachat, l'avantage que tu n'as peut-être pas avec les banques en ligne pour le moment et que ça viendra, hein, peut-être, c'est justement cette connaissance de ton dossier, de ton profil particulier. Quand tu es dans une case un CDI, quelque chose d'assez simple, c'est parfait. Par contre, c'est vrai que dès que tu sors un petit peu des clous, les banques en ligne, peut-être, tu n'auras pas le même appui de ton conseiller pour l'obtention Ouais. de certains prêts immobiliers, certains partenariats. Enfin, donc après, bah, il faut vraiment voir cette relation-là avec le banquier traditionnel comme un partenariat avec du gagnant-gagnant. Il a effectivement des choses à te vendre et il faut qu'il gagne son beurre. Par contre, bah, il peut aussi t'apporter un certain nombre de choses en termes d'investissement pour le coup, euh, que tu n'aurais pas Alors, forcément avec des banques en ligne, peut-être. Alors sur ça, je suis complètement d'accord avec toi, et c'est comme ça que je le vois d'ailleurs, hein, c'est qu'à partir du moment où tu as des projets immobiliers ou même d'autres projets des besoins de financement, là pour le coup, je trouve qu'une banque traditionnelle a vraiment son intérêt parce qu'il y a, comme tu dis, le côté humain qui rentre en jeu. Tu as du gagnant-gagnant et moi là, ça me dérange pas du tout de payer, une assurance en plus, machin, parce que ben, c'est normal, tu vois? Il faut qu'il gagne de l'argent et moi je pars du principe que si s'il me finance, il faut aussi que je paye aussi, donc il y a pas de souci. Je parlais plutôt ce qu'on disait tout à l'heure, c'était plutôt pour la personne qui n'a pas besoin de prêt immobilier et qui a Mhm. juste besoin de gérer un compte en banque et là, c'est vrai que je me dis: Pourquoi faire, quoi?» Mais dans le cadre, oui, de projets IMO ou même de projets de financement, là, je pense que les banques traditionnelles ont encore clairement plus d'intérêt que les banques en ligne parce que du moins, moi, de ma maigre expérience que j'ai essayé d'avoir avec les banques en ligne en crédit, c'était un C'est peu plus plus froid et compliqué. compliqué, ouais. Ouais, c'est plus compliqué. Mais je pense qu'il y a, bon, voilà, c'est des choses, c'est en mouvance, hein, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Et ça fait sans doute partie des points d'amélioration sur les banques en ligne parce qu'à un moment donné, elles vont trouver comment trouver cet équilibre-là, en fait, réussir à avoir quand même Bien un sûr, ouais. conseiller peut-être plus dédié et puis des banques traditionnelles qui se réinventent, en tout cas. Mais voilà, je pense Mmh. que, en tout cas, moi, je sais que ça a fait partie des postes où j'ai fait beaucoup d'économies en passant sur des banques en ligne, mais pour autant, j'ai toujours gardé un compte avec une banque traditionnelle, avec un conseiller pour pouvoir échanger quand c'est possible ou quand c'est nécessaire, quoi, pour ce Ouais. contact humain, je dirais. Et voilà les amis, on arrive à la fin de cette deuxième partie de l'interview. J'espère que tu auras appris des choses sur l'investissement. Moi, j'ai eu beaucoup vraiment de plaisir à faire cette interview avec Thomas, donc j'espère que tu en auras tout autant à découvrir au fur et à mesure les différentes parties. Les 2 semaines à venir, épisode 20 et épisode 21, seront également sur l'interview de Thomas Creton. On continuera à parler d'investissement, de gestion des finances personnelles et de comment tu peux impacter le monde de demain par tes actions, disons, économiques. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager. Si tu penses qu'il peut être utile à quelqu'un, partage l'épisode au maximum. Si ça n'est pas déjà fait, pense à t'abonner pour ne rater aucune sortie. Et bien entendu, si tu as la possibilité de laisser un commentaire ou une évaluation sur Apple Podcast ou Spotify, eh bien c'est avec grand plaisir que je les lirai. Je te souhaite une très bonne fin de semaine et je te rappelle que Thomas nous a fait le privilège de créer un code promo pour la communauté, donc pour les 10 premiers inscrits avec le code EID sur le site de Thomas Creton, Investir Simple, donc investir simple tout en minuscule.com. Tu as toutes les sources dans la description de l'épisode et tu as 30% sur tous les programmes de formation offerts par Thomas. Voilà, je te souhaite en tout cas une très bonne journée, une belle semaine et je te retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 20 de Ensemble, Impactons demain. Salut!